Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple and the Crimson Candle Murders. Frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui? Et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Chapitre 1. La lueur du meurtre. Le soir d'octobre le 4e, les invités se sont rassemblés au Greystone Manor sous le scintillement chaleureux de la lueur des bougies, le cristal fin brillant dans la grande salle à manger, alors que le feu craquelait dans le foyer. C'était un dîner pour marquer le retour de Sir Geoffrey Lansing. Une occasion signifiait être l'une des personnes agréables. La conversation mentale a été longue du centre de la vaste épivillage. Une maison de richesse, d'influence et de scandales chuchotés. À l'extérieur, la brume enroulée autour des haies et la huée d'un hibou a ponctué l'immobilité de la nuit. À l'intérieur, le candélabre d'argent sur la longue table en chêne portaient leurs bougies cramoisies, leur cire dégoulinant paresseusement, jetant une lueur étrange sur les invités assemblés. À la tête de la table était assise Lady Hermione Lansing, veuve de feu baronnet, et une femme d'un redoutable, ses yeux aigus scannant la pièce avec une expression d'amusement fatigué. « Moi !» À sa gauche, le vicaire, le révérend Arthur Chiswick, s'est engagé dans une conversation polie avec mademoiselle Béatrice Felsham, l'expert autoproclamé du village sur l'étiquette et la convenance. En face d'eux, le colonel Bartram, un homme à la retraite avec une affection pour Brandy, et sa femme très jeune, Clara, dont les doigts délicats ont joué absent-mai. À l'extrémité de la table, Edwin Brice, avocat et ami de longue date de la famille Lansing, a parlé avec animation avec Miss Letitia Graves, une femme austère d'un âge incertain qui était le compagnon de Lady Hermione depuis plus de 2 décennies. Le dernier invité était le docteur, Julian Peters, le médecin du village, qui, bien que pas un visiteur fréquent de Greystone, avait été invité à l'insistance de Sir Geoffrey. Mademoiselle Marple, confortablement assise à la droite de Lady Hermione, les a tous observés avec son attention silencieuse habituelle. Elle avait été incluse, comme toujours, car elle connaissait les Lansing pendant de nombreuses années et était considérée comme le genre d'invité qui n'a jamais manqué un événement social, mais en quelque sorte mélangé à l'arrière-plan, inéduré. La conversation s'est tournée vers le sujet du passé de Greystone, des événements malheureux qui avaient tourmenté la famille Lansing. Ce sont tous des murmures polis, jusqu'à ce que le colonel Bartram, plutôt rouge du porc, s'éclaircit la gorge. « Tu sais, Geoffrey, il y a des discussions dans le village, » a-t-il dit, sa voix juste un toucher trop fort. Certains disent que Greystone est, maudit. Une ondulation d'inconfort s'est répandue à travers la table. Lady Hermione a pincé les lèvres. « Des non-sens, » dit-elle fortement. La superstition n'a pas sa place dans un ménage moderne. « Oh, je ne sais pas, » marmonna mademoiselle Letitia. « Votre pauvre frère, Lady Hermione, et votre mari aussi, et maintenant vous, Sir Geoffrey, revenant après toutes ces années, cela fait se demander. » Mademoiselle Marple a noté la tension qui a resserré la bouche de Sir Geoffrey avant de répondre, légèrement, mais avec précision. « Je n'ai aucun intérêt pour les fantômes, Miss Graves, » a-t-il dit. « Et si Greystone a des secrets, il vaut mieux laisser dans le passé. » À ce moment, le majordome, Graves, aucun rapport avec mademoiselle Letitia, a fait l'avant avec le plateau de café. Il était un homme de comportement solennel, son expression ne donne rien. « Café, madame ?» Lady Hermione a incliné la tête.
Merci, Graves. C'est alors qu'un léger grattage a brisé le silence. Une chaise s'est déplacée, puis un halètement étouffé. Toutes les têtes tournaient. Mademoiselle Laetitia Graves, sa main fine serrant sa gorge, ses lèvres se déplaçant sans don, laissèrent un son étouffé et s'affaissa vers la table. La pièce se figeait. La lumière des bougies vacillantes projette des ombres décalées contre les murs, tandis que Clara Bartram laissait échapper un cri soudain et aigu. Le docteur Peters a été le premier à réagir, se précipitant en avant, mais le visage de mademoiselle Laetitia avait déjà pris une teinte cendrée, la bouche légèrement ouverte, ses yeux vacants. Il a pressé 2 doigts vers son cou et, après un moment, secoua gravement la tête. Elle est morte. Il y avait un silence stupéfait. Puis le colonel Bartram a explosé. Ce que le diable... Elle allait bien il y a un instant, balbutia mademoiselle Felsham, parlant comme le reste d'entre nous. Mademoiselle Marple, qui n'avait pas déménagé de son siège, a simplement observé les tasses à café, les verres de sherry, la bougie cramoisie dégoulinant Wax sur le tissu en lin. Elle a regardé l'assiette de mademoiselle Laetitia jusqu'à ce que la tasse de café, presque vide. Dr. Peters a redressé. Nous devons envoyer pour les autorités. La voix de sœur Geoffrey, quand elle est arrivée, était faible. Oui, et jusqu'à leur arrivée, personne ne doit partir. Lady Hermione exhala lentement, ses doigts battant légèrement contre la nappe. Je suppose, dit-elle tranquillement, cela signifie que l'un de nous est un meurtrier. L'horloge sur le manteau a coché régulièrement, le seul son dans la pièce calme mortelle. Mademoiselle Marple a pris une gorgée délicate de son thé. Une entreprise curieuse, en effet. Chapitre 2. Whispers au vicarage. Le matin, après l'événement, malheureux du Greystone Manor a pris froid et gris au-dessus du village de Thornwick, un vent mordant, bruissant les dernières feuilles dorées le long des hautes haies. Dans les voies étroites entre les chalets vêtus de lierre et les jardins soignés, les villageois, enveloppés dans des manteaux de laine lourds, penchés avec une clôture sur leurs clôtures et leurs portes avant, leurs voix ont été enveloppées, mais à la crèche avec une urgence. Cela faisait de nombreuses années depuis qu'un événement aussi choquant n'avait pas perturbé la paix de Thornwick, et de telles choses, quand elles se sont produites, ne pouvaient pas simplement être ignorées. La mort soudaine de Miss Laetitia Graves chez Lady Hermione Lansing était le seul sujet de discussion. Le plus particulièrement, Annette Curtin, Madame Edith Chiswick, a tenu son rassemblement le matin habituel. Le presbytère, une charmante maison en pierre avec de grandes fenêtres et un jardin bien entretenu, était la plaque, tournante de beaucoup d'informations non officielles. C'est ici que les dames du village, sous le prétexte de discussion de bienfaisance ou de lecture des Écritures, ont échangé les derniers événements avec autant de gravité que s'ils discutaient des affaires d'État. Mademoiselle Marple s'est assise confortablement sur une chaise, à dos haut près de la cheminée, ses aiguilles à tricot cliquant doucement, en écoutant. Bien qu'elle ait semblé extérieurement occupée par son travail, ses yeux bleus, pointus, ne manquèrent pas une seule nuance de la conversation. « C'était du poison !» a déclaré Madame. Julia Moffat, l'épouse du médecin, une femme robuste avec une ferme conviction dans les connaissances de son mari. Julian, docteur. Peters, vous savez, a déclaré que les symptômes étaient assez indubitables. Une entreprise très méchante. Poison, haletait Madame. Carothers, une veuve de moyens considérables, bien que largement donnée aux maladies nerveuses. Mais, pourquoi? Madame Chiswick, dont le sens de l'importance sociale était évidente dans la façon dont elle a versé du thé,
avec des mouvements lents et délibérés, lui a pincé les lèvres. C'est la question, n'est-ce pas? Elle a remis une tasse à mademoiselle Marple, ajoutant une voix inférieure. « Entre nous, ma chère Miss Marple, il faut considérer la possibilité que la chère Miss Graves savait quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir. » Mademoiselle Marple a pris la tasse avec un léger signe de tête. « Une possibilité, en effet, » murmura-t-elle. Madame Moffat se pencha, baissant sa voix, comme si les murs même du presbytère pouvaient entendre. « Et que pensez-vous du retour de Sir Geoffrey Lansing? Très soudain, n'est-ce pas? Et à peine une semaine passe avant que la pauvre Miss Graves ne soit morte. » Madame Carothers frissonnait. « Vous ne pensez pas qu'il avait quelque chose à voir avec ça, n'est-ce pas? » Mademoiselle Marple, sans levant les yeux, a donné une de ses sourires doux et, connaissant, « Les gens se ressemblent beaucoup partout, chère madame. » Carothers. Il suffit d'observer attentivement. Il y avait un silence significatif. Madame Pettigrew, qui dirigeait le magasin de thé et était généralement bien informée de l'obtention du village, s'est effacée de la gorge. « Vous pouvez dire ce que vous aimez à propos de Sir Geoffrey, mais on parle que Miss Graves avait quelque chose sur lui. Quelque chose d'il y a des années. » Les doigts de Miss Marple n'ont pas faibli dans leur clic rythmique des aiguilles. « Oh » Madame Pettigrew hésita, puis a continué d'un ton feutré. Elle était compagnon de Lady Hermione, bien sûr, mais elle avait toute une façon de se souvenir des choses, si vous prenez mon sens. Madame Chiswick a fait un signe de tête significatif. Et puis, il y a cette affaire avec Edwin Bryce. Mademoiselle Marple s'est arrêtée très légèrement avant de reprendre son tricot. « Monsieur Brice, l'avocat? »« Oh oui, à patates, déclaré madame. » Moffat avec satisfaction. Il y avait une compréhension, on pourrait dire, entre Miss Graves et Brice, il y a longtemps. Elle s'attendait à ce que cela ne se soit pas produit. Eh bien, elle n'a jamais été la même. Elle a toujours su les gens, mais avec monsieur Brice. Bien, il y avait des murmures, des lettres, vous savez. Mademoiselle Marple a laissé échapper un petit son, presque un soupir. Lettres. De telles choses avaient un moyen de refaire surface aux moments les plus gênants. Un coup doux à la porte a interrompu leur discussion, et un instant plus tard, le vicaire lui-même est entré. Un grand homme aux manières douces W, avec des spectacles à monter en argent, le révérend Chiswick regarda autour des dames assemblées avec une sorte d'amusement silencieux, comme s'il savait précisément ce qui était discuté. « Ma chère, » a-t-il dit à sa femme, « je viens juste de Greystone Manor. Le constable a été et parti, et il semble que le coroner soit le plus certain, les grandes tombes ont été en effet empoisonnées. » Il y avait un murmure collectif d'horreur. « Avec quoi, madame ?» Carothers a demandé faiblement. « Une petite dose d'aconite, » a déclaré gravement le révérend Chiswick. « C'est glissé dans son café. » La pièce était silencieuse. Mademoiselle Marple, qui avait siroté délicatement son thé, posa la tasse avec une précision minutieuse. Aconite, monkshood. Un poison qui a causé une détresse, presque immédiate, difficile à tracer à moins que l'on ne sache quoi rechercher. Mais comment avait-il trouvé son chemin dans le café de Miss Graves? Et plus important encore, qui avait des raisons de la faire taire? C'était le plus intrigant. Les dames, après quelques instants de réflexion modérée, ont repris leurs spéculations avec une ferveur renouvelée. Mais mademoiselle Marple a dit très peu. Elle était simplement assise sur sa chaise, ses yeux scintillants, son esprit assemblant doucement les pièces du puzzle. On ne vivait pas tant que mademoiselle Marple sans comprendre une vérité très simple, où il y avait des secrets.
il y avait toujours quelqu'un prêt à tuer pour les garder enterrés. Chapitre 3. Un alibi de commodité. Le salon de Greystone Manor était un espace grand mais quelque peu interdit. Ses murs paillés sombres bordés de lourds portraits de Lansing passés, les yeux regardant avec le regard implacable de l'histoire. La lueur dorée du feu n'a pas fait pour dissiper le malaise qui s'accrochait à la maison depuis la démonstration impartiale de Miss Laetitia, grave, à la table du dîner. Mademoiselle Marple était assise à la fois dans un fauteuil près du foyer, son tricot reposant légèrement sur ses genoux, alors que l'inspecteur Henry Fletcher de la constabulary du comté a mené ses demandes avec un ton ferme mais mesuré. Les invités, soupçonnent maintenant dans la question des plus malheureux, ont été rassemblés ensemble, chacun en attendant leur tour de fournir un compte de leurs questions à l'époque du crime. Lady Hermione Lansing, royale même dans le chagrin, était assise sur la tête de la pièce, une fragile tasse de porcelaine équilibrée dans ses mains gantées. « Vraiment, inspecteur, je ne peux pas croire qu'une telle chose s'est produite sous mon toit. Poison, vous dites? Simply dreadful. » « C'est en effet, Lady Hermione, » a convenu l'inspecteur, ses yeux tranchants sous les sourcils épais. « Et j'ai peur de déranger chacun de vous pour un compte rendu précis de vos mouvements pendant la soirée. Il y a eu un déplacement dans la pièce, le genre de tension subtile qui vient lorsque les gens commencent à considérer la meilleure façon de cadrer leurs mots. Mademoiselle Marple, silencieuse mais attentive, observez avec l'intérêt vif de celui qui comprend que dans de tels moments, la vérité se cache souvent derrière des phrases soigneusement choisies. Sir Geoffrey Lansing, debout près de la cheminée, avec ses mains jointes derrière son dos, a été la première à répondre. « J'étais, comme vous le savez, à la tête de la table, à côté de ma mère. Je suis resté là tout au long du repas, et je me levais une fois, pour récupérer un cigare de l'étude avant de retourner. » L'inspecteur Fletcher hocha la tête, se tournant vers le colonel Bartram, un homme robuste avec un teint grossier qui avait l'air tout à fait mécontent d'être impliqué dans une telle entreprise. « Et vous, colonel ?» HMPH, assis le dîner, comme tout le monde, n'est parti que lorsque le repas était terminé, est venu dans la salle de billard avec Sir Geoffrey. Brandy, cigares et conversation. Rien de sinistre à ce sujet. Madame Bartram? Clara Bartram, mince et délicatement présentée, a ajusté ses gants avant de parler d'une voix qui était presque trop composée. Je me suis senti mal après le premier parcours et je suis entré dans le couloir pendant un moment. Juste de l'air, rien de plus. Puis j'ai rejoint les dames dans le salon après le dîner. Les doigts de mademoiselle Marple ont lissé la laine de son tricot. Le plus pénible pour se sentir mal au dîner, mon cher, murmura-t-elle gentiment. J'espère que ce n'était pas quelque chose dans la nourriture. Clara hésita avant de secouer la tête. Non, juste un mal de tête. Madame Béatrice Felsham, jamais l'image de la convenance, a plié les mains primalement sur ses genoux. Je suis bien sûr resté avec les dames après le dîner. Nous étions engagés dans la discussion la plus intéressante sur le dernier sermon du vicaire. Mademoiselle Marple s'est autorisée à un petit sourire presque imperceptible. Il n'y avait pas eu de discussion de ce type. Et vous, mademoiselle Graves? L'inspecteur Fletcher a demandé, bien qu'il n'y ait pas de réponse du défunt compagnon. C'était une formalité. Mademoiselle Laetitia Graves avait quitté la salle à manger très vivante. Au moment où elle s'est effondrée à la table, sa disparition avait déjà été scellée et quelqu'un dans cette pièce même l'avait assuré. L'inspecteur a poursuivi ses enquêtes, interrogeant le docteur. Julian Peters, le médecin du village, qui a prétendu s'être excusé à la bibliothèque momentanément pendant le repas, et Edwin Brice, l'avocat, qui avait été engagé dans une conversation avec Miss Graves au moment où elle a pris la situation.
Chaque histoire était soignée, autonome, parfaitement plausible, et pourtant, la compréhension aiguë de Mademoiselle Marple de la nature humaine lui a dit que l'un d'eux était une fabrication, une petite incohérence, si mineure qu'elle ne troublerait pas l'esprit d'un policier, mais qui, pour elle, se démarquait comme un fil qui ne correspondait pas tout à fait au modèle de broderie. Alors que l'inspecteur fermait son cahier avec un soupir, Lady Hermione s'adressa à lui froidement. « Eh bien, inspecteur, je suis convaincu que vous êtes satisfait. Nous sommes tous ici, tout à fait comptabilisés. » L'inspecteur a hésité. « Pour l'instant, Lady Hermione. Mais j'aurai besoin d'un autre interrogatoire une fois que le rapport du coroner est dans. » Un froid semblait s'installer sur la pièce. Mademoiselle Marple, toujours absorbée par son tricot, a enfin parlé, sa voix légère mais réfléchie. « C'est une chose tellement curieuse, » a-t-elle dit. « J'ai toujours constaté que lorsque les gens disaient la vérité, leurs histoires correspondent si sans effort, sans avoir besoin de ajustement. » Sur une table parfaitement définie, Sir Geoffrey tourna brusquement la tête. Le colonel Bartram a toussé. Madame Felsham se raidit presque imperceptiblement. Mademoiselle Marple sourit doucement. Elle n'avait pas encore résolu le mystère. Mais elle avait trouvé son fil. Et elle avait tous l'intention de s'y tirer, jusqu'à ce que tout le tissu se soit effondré. Chapitre 4. La complainte de la veuve. Un filet lent s'était installé sur Thornwick, enveloppant le village dans un voile de brume douce. L'odeur de terre humide et de feuilles tombées pendait dans les airs, et les cloches de l'église ont sonné solennellement, leur ton transportant à travers le village vert avec un poids qui correspondait à l'ambiance de ses habitants, dans le salon tranquille de Madame Agnès Weatherby, la veuve d'un avocat autrefois promeuble. Les rideaux en brocart lourd avaient été dessinés pour protéger la pièce de l'après-midi gris à l'extérieur. Un feu brûlait. Régulièrement dans le petit ami, son éclat contre l'argent poli du service de thé est dispensé sur la petite table en acajou. Mademoiselle Marple s'est assise en face de son hôtesse, les mains pliées soigneusement sur ses genoux, ses yeux bleus passionnés prenant la figure fragile en face d'elle. Madame Weatherby avait autrefois été une femme de présence frappante, mais les années l'avaient adoucie dans une créature de tristesse tranquille. Sa robe bombazine noire, bien qu'elle a dépensé le thé, a gêné sur son cadre, et ses doigts noirs tremblaient légèrement alors qu'elle a déversé le thé, a gêné sur le thé, sur son cadre, et ses fingers noirs tremblaient légèrement alors que le thé a dépensé le thé. J'ai peur que ma santé ne soit pas ce qu'elle était autrefois, mademoiselle Marple, a-t-elle dit avec un léger sourire. Mais vous devez pardonner les plaintes d'une vieille femme. Vous n'êtes pas venue écouter mes mots. Miss Marple a accepté sa tasse avec un signe de tête. Vous êtes trop gentille, chère madame. Weatherby, je ne devrais pas souhaiter vous déranger, en particulier à un tel temps. Je comprends que vous connaissiez bien mademoiselle Laetitia Graves. La veuve tressaillit presque imperceptiblement, sa délicate, la main se resserrant autour de la poignée en porcelaine de sa tasse. Oui, je la connaissais. Elle hésita. Plus que cela, je suppose. À un moment donné, nous étions... Elle s'arrêta brusquement. Ses lèvres se pressaient, comme si elles étaient effrayées de parler plus loin. Mademoiselle Marple, qui a compris la valeur du silence, ne l'a pas appuyée. Au lieu de cela, elle a permis au moment de s'étirer, remuant son thé avec un air absentant. C'était une vieille astuce. Les gens, lorsqu'ils sont laissés avec leurs propres pensées, se sentaient souvent obligés de combler le vide. Effectivement, madame. Weatherby soupira, un soupir profond et tremblant qui semblait provenir d'une place depuis longtemps en elle. C'est une chose horrible, meurtre. On peut à peine le comprendre. Mademoiselle Marple a hoché la tête. Et pourtant, chère dame,
Il faut essayer, ne serait-ce que pour s'assurer que la justice est faite. » Il y a eu une autre pause avant que Madame Weatherby ne repartît, sa voix plus bas maintenant, teintée de quelque chose de presque comme la culpabilité. « Miss Graves et moi, nous étions autrefois amis. Mais c'était une amitié qui a aigri, je crains, comme beaucoup le font, quand le cœur est impliqué. » Les aiguilles de tricot de mademoiselle Marple, se reposant à côté de son thé, allaient intactes. Mais son attention s'est affûtée. « Une question d'affection ?» Elle a demandé doucement. Madame Weatherby a fait un petit rire creux. « Si l'on pouvait l'appeler ainsi. Vous voyez, mademoiselle Marple, il fut un temps où Laetitia était assez différente, avant qu'elle ne soit entrée en service avec Lady Hermione, avant qu'elle ne devienne la femme aigrie que vous connaissiez. » Elle a poussé un soupir. « Elle était engagée à mon mari. » Mademoiselle Marple n'a pas trahi sa surprise, bien que la révélation était inattendue. « À monsieur Weatherby ?»« Oui, madame. » Metterby a dit « S » souvent. C'était il y a de nombreuses années, bien sûr, avant même de l'avoir rencontré. Il était alors un jeune avocat, ambitieux, bien considéré. Et elle était, elle était déterminée. Elle fit une pause, les doigts se resserrant autour de sa tasse. Mais quelque chose s'est produit entre eux. Il a cassé ça. Il y avait des lettres. Courrier ? Mademoiselle Marple a fait écho. Madame Weatherby hocha lentement, les yeux éloignés. Des menaces, plus comme... Elle lui a écrit, l'accusant de trahison, de l'avoir utilisé. Elle a affirmé qu'elle le ruinerait. Un frisson a traversé elle. Et d'une certaine manière, il n'en a jamais parlé. Miss Marple s'est assise très immobile. Et les lettres ? Madame Weatherby a expiré. Détruit, du moins, c'est-à-dire qu'il a dit. Mais je me suis toujours demandé, a-t-elle gardé des copies ? Les a-t-elle tenues sur lui, même après avoir construit une vie loin d'elle ? Elle secoua la tête. Il ne m'a jamais dit, pas vraiment. Mais, même après toutes ces années, je n'ai jamais oublié le regard dans ses yeux quand j'ai mentionné son nom. Une sorte de peur. Le feu créait doucement dans le silence qui a suivi. Miss Marple a pensé attentivement. Le passé avait un moyen de s'attarder, de se tissant dans le présent d'une manière subtile et indéniable. Si mademoiselle Graves avait en effet tenu quelque chose au-dessus de monsieur Weatherby, a-t-elle fait de même avec les autres? Avait-elle toujours des connaissances qui pouvaient nuire? Et surtout, quelqu'un était-il assez désespéré pour la faire taire pour de bon? Madame ... La voix de Weatherby tremblait en parlant à nouveau. Je ne peux pas dire qu'elle méritait une telle fin, Miss Marple. Personne ne le fait. Mais je crois qu'elle s'est fait ennemie. Beaucoup d'ennemis. Mademoiselle Marple a atteint l'avant, tapotant la main de la femme avec une douce assurance. Oui, ma chère, je crois qu'elle l'a fait. Et à ce moment-là, elle savait. La mort de Graves n'était pas simplement un crime d'opportunité. C'était la conclusion de quelque chose de long dans la fabrication. Le passé l'avait enfin rattrapée, et quelqu'un s'était assuré qu'elle n'en parlerait plus jamais. Chapitre 5. Les pas dans le brouillard. Une brume épaisse s'était déroulée au-dessus de Thornwick, enroulant le village dans son étreinte fantomatique. L'air humide s'accrochait aux chalets vêtus de lierre et serpentait le long des voies silencieuses, étouffant le son et obscurcissant les contours familiers des arbres et des cacons. À l'intérieur, la grande maison était toujours éveillée, bien que la soirée s'était longtemps installée dans son calme habituel. La lueur d'une seule lampe brûlait dans le salon, où Lady Hermione Lansing, enveloppée dans un châle sombre, était assise dans les braises mourantes du feu. Le choc de la disparition soudaine de Miss Laetitia Graves persistait, s'assombrissant,
assombrissant l'humeur du ménage. Les soupçons ont maintenant plané comme un invité indésirable à Greystone, et le fait que quelqu'un parmi eux avait administré une dose mortelle d'aconite n'a pas été facilement rejeté. À l'extérieur, au-delà des hautes fenêtres, la brume se recroqueville sur les pelouses. C'était une nuit étrange, le genre qui a élevé un malaise. Mademoiselle Marple, installée dans un fauteuil à dos haut, son tricot comme jamais légèrement sur ses genoux, avait regardé Lady Hermione depuis un certain temps. La femme plus âgée avait peu parlé depuis le dîner, mais il y avait quelque chose dans son expression, une étanchéité autour de la bouche, une fatigue dans ses yeux. Cela a suggéré que son esprit était loin d'être au repos. C'est à ce moment précis qu'un bruit faible et presque imperceptible, assure tout l'immobilité. Un crunch doux, le son indubitable de pas sur le gravier. Sir Geoffrey se raidit, posant son verre avec un tintement pointu. Qu'est-ce que c'était? Lady Hermione jeta un coup d'œil brusquement vers la fenêtre, ses doigts pâles se resserrant autour du bord de son châle. « Quelqu'un est là-bas, » murmura-t-elle. Mademoiselle Marple, sans hâte, a déplacé son regard vers les rideaux de velours lourd qui encadrèrent la fenêtre. Le brouillard pressait de manière épaisse contre la vitre, tourbillonnant comme de la fumée pâle. Et puis, juste pour un instant, un mouvement, une ombre, indistincte mais incontestablement humaine, floue sur le bord de la pelouse. Sir Geoffrey se dirigea vers la fenêtre, son front sortant. « Un braconnier, peut-être » a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Les braconniers ne se sont pas souvent éloignés si près de la maison elle-même. Lady Hermione se leva de son siège. « Qui que ce soit, ils n'ont pas d'affaires près de chez moi à cette heure. » La voix de mademoiselle Marple était douce alors qu'elle mettait son tricot de côté. « Vous devez me pardonner, mais il semble assez peu probable qu'un étranger se promenait si près de la maison lors d'une nuit comme celle-ci. » Elle a jeté un coup d'œil à les deux avec une astuce silencieuse. À moins que, de court, ce n'est pas du tout un étranger. Il y a eu une pause. Le froncement de sourcils de Sir Geoffrey s'est approfondi. « Vous voulez dire… » Mademoiselle Marple a hoché la tête. « C'est une chose curieuse, n'est-ce pas? Si l'on entrait dans Greystone invisible, la brume serait sûrement un allié utile. Mais si l'on partit, alors cela suggère un besoin de secret. » Avant que quiconque ne puisse répondre, le son est revenu, se tend plus près, un pas prudent sur la pierre. Et puis, de quelque part au-delà des fenêtres, le claquement de brindilles. Sir Geoffrey s'est déplacé rapidement, marchant vers la porte. « Je n'aurai pas d'intrus rampant sur ma maison, » marmonna-t-il, atteignant son manteau. Lady Hermione n'a hésité qu'un instant avant de suivre, et malgré le froid, mademoiselle Marple n'est pas restée derrière. En plein air, le brouillard enroulait autour d'eux comme un être vivant, un son étouffant et des formes floues. La grande façade de Greystone se profile derrière elle, ses fenêtres brillantes dans l'obscurité. Ensuite, un mouvement juste au-delà des haies d'ifs qui ont bordé le lecteur, un bruissement, une ombre. Sir Geoffrey a fait un pas en avant, appelant « Qui est là ?» Silence. Puis, soudain, Clara Bartram a émergé du brouillard, son visage pâle, ses mains gantées jaillissaient fermement sa poitrine. Lady Hermione a expulsé brusquement. « Madame Bartram !» Clara a regardé de l'une à l'autre, son expression illisible. « Je ne voulais pas te surprendre. » Sa voix était essoufflée, sa manière hésitante étrangement. « Je marchais seulement. » La voix de Sir Geoffrey était plate. « À cette heure ?» Clara a hésité, puis a forcé un sourire. « Je ne pouvais pas dormir. » Mademoiselle Marple, qui avait regardé Clara avec la patience silencieuse d'un chat observant un oiseau, a légèrement incliné la tête. « Tout à fait compréhensible, ma chère. »
bien que j'ose dire que la brume fait une assez mauvaise visibilité. Le sourire de Clara a échoué, mais elle n'a rien dit. Sir Geoffrey, sa soupçon n'est pas entièrement atténuée, expira brusquement. Vous devriez rentrer chez vous, madame. Bartram. Une femme seule, errant la nuit, c'est à peine sûr. Clara hocha la tête, ses mains gantées se resserrant autour du col de son manteau. Oui, oui, bien sûr. Alors qu'elle se retournait, mademoiselle Marple a observé comment ses doigts tremblaient légèrement, comment elle haussa la tête, mais ne rencontra pas tout à fait leurs yeux, et quand elle s'est éloignée, il y avait une raideur dans sa posture, les mouvements contrôlés de quelqu'un qui se cachait du malaise. Sir Geoffrey marmonna quelque chose dans le souffle, avant de se retourner vers la maison, mais mademoiselle Marple est restée immobile, regardant la forme de Clara se faner dans la brume. Elle mentait, murmura Lady Hermione, la voix basse. Mademoiselle Marple n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle se pencha, les doigts se brossant légèrement contre le gravier à ses pieds. Le sol a été perturbé, les cailloux se sont dispersés, comme si quelqu'un s'était tenu ici, pendant un certain temps, avant de s'éloigner. Quand elle se redressa, ses yeux étaient réfléchis. « Oui, » dit-elle doucement. « Mais la question, chère Lady Hermione, c'est pourquoi ?» Et comme la brume tourbillonnait autour d'eux, mademoiselle Marple savait que la réponse ne serait pas longue pour se révéler. Chapitre 6. Thé, poison et mauvaise. Orientation. The vicarage at Thornwick was a charming house of honeyed stone, its neatly trimmed hedges and climbing roses giving it an air of quiet respectability. It was here, on a drizzly autumn afternoon, that Mrs. Edith Chiswick, the vicar's wife, presided over her usual gathering of ladies for tea, a tradition that had persisted in the village for many years, a time-honored occasion where pleasantries were échangées et, le plus souvent, les informations d'information ont été délicatement découvertes. Mademoiselle Marple, installée confortablement dans une chaise à dos auprès de la baie vitrée, a observé la procédure avec son attention silencieuse habituelle. Le thé était versé, l'argenterie brillante sous la lueur douce de la lampe de table, et l'odeur de scones chaudes et de confiture de mûres remplissait l'air. « Eh bien, bien sûr, on entend des choses, » disait madame. Pettigrew, le propriétaire de la boutique de thé du village, disait, en agitant du sucre, dans son thé avec des mouvements précis, « Les gens parlent naturellement, et dans de telles circonstances. » Elle a baissé la voix très légèrement. On peut à peine être surpris que les langues remuent à propos des pauvres Miss Graves. Madame Chiswick a pincé les lèvres, alors qu'elle passait une assiette de biscuits à madame. Julia Moffat, la femme du médecin. Oui, une chose si terrible. Poison, n'est-ce pas? Absolument affreux. Madame Dot Moffat a fait un signe de tête, significatif. Docteur? Peters disait ce matin que c'était de l'aconite. Pas du tout un poison courant. Non, en effet, assez rare. Un poison botanique, murmura mademoiselle Marple, remuant doucement son thé. Assez dangereux s'il est administré en quantité suffisante. Un silence est tombé sur la table. Madame Dot Pettigrew, jamais un pour manquer une opportunité d'intrigue, s'est légèrement penchée en avant. On se demande comment une telle chose a trouvé son chemin dans son café. Ce n'est pas quelque chose que l'on a simplement en PANRI, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple a simplement souri, mais son regard était vif. Non, en effet. Mais cela suggère plutôt quelqu'un avec une connaissance particulière de telles choses, n'est-ce pas? Les femmes ont échangé des regards, leur esprit coulant à tous les coupables possibles. Madame Caruthers, une veuve à l'aspect fragile qui a passé une grande partie de son temps à s'inquiéter sur les maux imaginés, a serré sa
tasse de thé avec des doigts minces. Et il y avait cette affaire terrible l'autre soir aussi. Madame Chiswick la regarda brusquement. « Que voulez-vous dire, mon cher ?»« L'ombre à Greystone, » a déclaré madame. Caruthers, baissant sa voix à un murmure dramatique. « Clara Bartram, n'est-ce pas ?» Essuant dans le brouillard, ayant l'air si particulier. Madame Pettigrew a reniflé. « Si vous me demandez, cette femme n'a jamais eu raison. Une disposition nerveuse, vous. Comprenez ?» Madame Moffat fronça les sourcils. Son mari est un colonel à la retraite. Sûrement, elle n'a rien à craindre. Mademoiselle Marple a pris une gorgée délicate de son thé, considérant cela. La peur était une chose la plus particulière. Elle avait beaucoup de nuances, et c'était rarement aussi simple que cela semblait. À ce moment, la conversation a été interrompue par une légère agitation dans l'embrasure de la porte. Mary, la femme de ménage du presbytère, se tenait là, plutôt pâle. « Suppliant votre pardon, ma'am, » a-t-elle dit, s'adressant à madame Chiswick. « Mais c'est monsieur, il y a eu un bruissement immédiat de préoccupation. »« Brice ?»« Madame Chiswick Rose, immédiatement. »« Quel est-ce le problème ?» Un instant plus tard, Edwin Brice, avocat du village, est entré avec hésitation dans la pièce. Il était un homme fastidieux, toujours impeccablement habillé, mais en ce moment, il avait l'air plutôt pire pour l'usure. Son teint normalement lisse était légèrement gris, et il y avait une belle brillance de transpiration sur son front. « Pardonnez l'intrusion, » dit-il, sa voix mince. « Mais je devais venir. » Il s'arrêta, saisissant le dos d'une chaise pour le soutien. Quelque chose que le plus particulier s'est produit. Mademoiselle Marple, toujours perspicace, a noté la façon dont ses doigts tremblaient. Madame Chiswick lui a fait signe de s'asseoir. « Bon gracieux, monsieur. »« Brice, tu as l'air terrible. »« Mary, récupérer de l'eau à la fois ?» Il agitait faiblement une main. « Non, non. Je serai tout à fait correct. Mais j'ai reçu une lettre ce matin. » Il a tiré une enveloppe froissée de sa poche et l'a placée sur la table. Une lettre de Miss Graves. Un halètement collectif ondulait dans la pièce. « Mais c'est impossible !» souffla madame. « Moffat. »« Messieurs. » Brice a avalé. Sa pomme d'Adam se balançait. Il était daté du jour même où elle est décédée. Mademoiselle Marple a atteint la lettre avec des mains douces. Le papier était légèrement jauni, l'encre précise et ferme. Elle a lu les premières lignes, son expression illisible. « Tu penses que je ne sais pas, Edwin, mais je le fais. J'ai toujours su. Et maintenant le moment est venu. Tu répondras pour ce que tu as fait. » La pièce était silencieuse. Madame Pettigrew se serra sur ses perles. « Mais qu'est-ce que cela signifie, messieurs ?» Brice a regardé autour de lui impuissant. « Ça, je ne sais pas. » Miss Marple, cependant, avait une très bonne idée. Elle a placé la lettre soigneusement sur la table et a replié les mains. Cela apparaît, n'est-ce pas, que Mademoiselle Graves avait connaissance de quelque chose qui vaut la peine d'être tué. Le feu créait doucement dans le foyer, et à l'extérieur, la bruine a continué à se moquer des fenêtres. Le thé, semblait-il, avait découvert plus que des ragots oisifs aujourd'hui. Il avait révélé l'ombre de quelque chose de bien plus sombre, un secret que quelqu'un avait désespérément enterré. Et maintenant, Mademoiselle Marple était tout à fait certaine. Le meurtrier n'avait pas agi sur l'impulsion. C'était quelque chose prévu, quelque chose de long en devenir. La question est restée: qui avait le plus à perdre? Chapitre 7. Un mouchoir d'une dame.
Le village de Thornwick était en effervescence, avec des chuchotements et des spéculations, car le meurtre avait toujours un moyen de perturber même les communautés les plus respectables. Puisque la disparition malheureuse de Miss Letitia Graves, l'air était devenu épais de suspicion, un peu comme la brume du matin qui s'accrochait aux haies et a atterri les voies pavées. Au Greystone Manor, où les affaires terribles avaient eu lieu, l'inspecteur Henry Fletcher mène sa dernière série de demandes avec une minutie délibérée qui suggérait des progrès. Bien que mademoiselle Marple soit assise tranquillement près de la fenêtre, soupçonnait que le bon inspecteur n'avait pas encore découvert le fil vital qui démêlerait le mystère. Mais le moment venait, elle pouvait le sentir. L'étude de Greystone était une pièce imposante, remplie de parfums de délai et de tabac en cuir ancienne, où Sir Geoffrey Lansing, sa mère Lady Hermione et une poignée de dîners s'étaient à nouveau convoqués. Il y avait un air d'irritation sur Sir Geoffrey, alors qu'il s'est versé un whisky, ses mouvements de dos contrôlés. Lady Hermione, T-R-A-I-L-T-H, ses doigts, lissant les plis de sa robe de soie foncée. L'inspecteur Fletcher s'éclaircit la gorge et, sans préambule, a produit un objet de sa poche, le plaçant sur le bureau poli. Un mouchoir, lin blanc, bordé de dentelle, son coin brodé d'un monogramme élaboré. C. B. Dot, 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 dot. La société assemblée se pencha en avant avec divers degrés de curiosité et d'appréhension. Ceci, a annoncé Fletcher, a été retrouvé près de l'entrée latérale du manoir. Un endroit curieux pour qu'un tel objet soit laissé derrière. Il a permis au mot de s'installer avant de continuer. D'autant plus qu'elle a été découverte près du chemin de gravier où notre Miss Graves tardive a été vue en prenant son air du soir court avant sa démission tragique. Un silence chargé a suivi. Clara Bartram, la femme du colonel, est retirée comme brûlée. « Vous suggérez que c'est le mien ?» Sa voix était nette, incrédule. « C'est... pourquoi elle pourrait appartenir à n'importe qui ?» L'inspecteur Fletcher leva un sourcil. « Le monogramme suggère le contraire, madame. » La main de Clara s'est effondrée vers sa gorge. « Oui, bien sûr, c'est à moi. Mais je dois l'avoir laissé tomber plus tôt dans la journée. Certainement pas à l'époque que vous impliquez. » Elle se tourna impuissante vers son mari, le colonel Bartram, qui était toujours assis à côté d'elle, sa front lourd. Le colonel se déplaça sur sa chaise. « Oui, bien sûr, » a-t-il dit bourru. Mais il n'a pas rencontré son regard, mademoiselle Marple, ses mains reposant légèrement sur ses genoux, ont étudié la scène avec un intérêt silencieux. Un mouchoir d'une dame était un objet de sentimentalité, mais c'était aussi un objet de praticité, porté souvent, déplacé facilement. Pourtant, c'était la véhémence de Clara Bartram qui l'a subi. L'instinct naturel, lorsqu'il était confronté à un peu d'accusation, à expliquer, à rationner, beaucoup. Lady Hermione, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a parlé avec une précision cool. « Vraiment, inspecteur, cela ne prouve rien. Clara est une invitée fréquente à Greystone. Elle aurait pu laisser tomber le mouchoir à tout moment. » Fletcher a incliné la tête. « Peut-être, mais le timing, Lady Hermione, est une chose assez importante dans mon travail. » Il a tourné son regard vers Clara. « Madame, je dois demander, où étiez-vous exactement entre le moment où le dîner a pris fin et la mort de mademoiselle Graves ?» La bouche de Clara s'est ouverte, puis s'est refroidie. Un scintillement de quelque chose a croisé son visage. Un obstacle, un calcul, peut-être les deux. Pourquoi ? J'étais dans le salon avec les autres dames, a-t-elle enfin. Je suis sorti brièvement, oui, mais seulement pour aller chercher mon châle. Les aiguilles de Miss Marple ont cliqué doucement ensemble. Une chose si malheureuse, murmura-t-elle, la voix douce, perdant son mouchoir et où se trouve le même temps.
Clara se tourna brusquement vers elle, les yeux clignotants. « Je n'apprécie pas qu'on me parle comme si j'étais enfant, Miss Marple. » Miss Marple a simplement souri. « Oh, je m'excuse, ma chère. Mais j'ai toujours pensé qu'il était plutôt étrange que les gens aient tendance à égarer la chose même qu'ils insistent pour qu'ils n'aient pas. » La tension dans la pièce s'épaissit. Sir Geoffrey, qui avait regardé l'échange avec quelque chose qui s'approchait d'un léger intérêt, a expiré et posé son verre. « Tout cela est assez fastidieux, » a-t-il déclaré. « Un mouchoir ne prouve rien. À moins d'avoir des preuves qu'il a été utilisé pour empoisonner Miss Graves, je suggère de continuer. » L'inspecteur Fletcher, non impressionné par l'impatience aristocratique, redressé. « Je suis tout à fait d'accord, Sir Geoffrey. Le mouchoir, en soi, n'est pas une preuve de culpabilité. Mais cela soulève une question. Pourquoi, si madame Bartram n'avait rien à voir avec Miss Graves, ce soir-là, a-t-il été trouvé près de la scène du crime? Aucune réponse n'est venue. Miss Marple, cependant, avait trouvé le sien. Clara Bartram avait été près de l'entrée latérale. Elle avait été à proximité de mademoiselle Graves. Et elle était désespérée pour se séparer de ce fait. La question était, avait-elle craint d'être suspectée? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de bien plus dangereux, la peur d'être découverte? Alors que mademoiselle Marple sirotait son thé, elle pensait plutôt qu'elle avait une idée. Chapitre 8. La femme du boucher en sait plus. Un bon filet s'était installé sur Thornwick, drapant le village, dans une brouillard humide qui s'accrochait aux haies et ramollit les bords des rues pavées. À l'intérieur de la boucherie de Hargreaves & Sons, cependant, tout était chaud et animé. L'odeur de climat frais et de jambon fumé remplit l'air, se mêlant du clang occasionnel d'un climat contre le houbard contre le contrebois. Derrière le comptoir se tenait Monsieur Hargreaves, le boucher du village, un homme aux épaules larges avec des joues rouges et une habitude d'essuyer ses mains sur son tablier déjà sanguin, mais ce n'était pas monsieur, madame Sibyl Hargreaves, une femme de présence formidable et même des oreilles de Kinner. Mademoiselle Marple, debout devant le comptoir avec son panier en osier à la main, était venue ostensiblement pour acheter une petite articulation d'agneau pour son souper du dimanche. Mais elle n'était pas une femme pour laisser faire une course sans rassembler quelque chose de plus substantiel qu'un peu de mouton. Des affaires terribles, disait madame, disant Hargreaves, alors qu'elle enroulait la viande avec l'efficacité pratiquée. Pauvre Miss Graves, qu'elle reposait en paix. Bien que je ne puisse pas dire que je suis surpris, pas avec le genre de problèmes dans lesquels elle semblait toujours trouver dans... Mademoiselle Marple a légèrement incliné la tête, son expression l'image même de la curiosité polie. « Trouble, chère madame. » Hargreaves, Madame Hargreaves, jamais un pour résister à la tentation de transmettre des nouvelles, se pencha légèrement en avant, baissant sa voix. « Oh, en effet, mademoiselle Marple, les gens ne pensent jamais que nous entendons beaucoup, mais quand vous dirigez un magasin, vous seriez surpris de ce qui passe sous votre nez. La semaine dernière, j'ai entendu quelque chose de plutôt intéressant. » Mademoiselle Marple a attendu, les mains plissées, soigneusement sur la poignée de son panier. Madame Hargreaves jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que son mari était convenablement distrait avant de continuer. C'était Clara Bartram, vous voyez. Elle est venue cet après-midi, semblant à côté d'elle. Normalement une cool, cette dame, mais elle a été troublée. Si vous preniez ma signification, elle a commandé un peu de steak, mais elle semblait à peu près quelque chose qui me disait « Et alors ?» Elle a baissé son steak, mais elle semblait à peu près quelque chose qui me disait « Et alors ?» Elle a baissé son steak,
mais elle semblait à peu près quelque chose qui me disait « Et alors ?» Elle a baissé son steak, mais elle semblait à peu près quelque chose qui me disait « Et alors ?» Elle a baissé son steak, mais elle semblait à peu près quelque chose de particulier. Maintenant, mademoiselle Marple a hoché la tête avec encouragement. « Allez-y, mon cher. » Elle m'a demandé si je savais où elle pouvait acheter quelque chose appelé aconite. Il y a eu une pause momentanée, le poids de la déclaration s'installant entre eux. Aconite, répéta doucement mademoiselle Marple, son expression inchangée. Madame Hargreaves hocha la tête vigoureusement. Oui, et elle a dit tout ce qui a du mal occasionnel, comme si elle demandait un peu de romarin. Je lui ai dit, bien sûr, que nous étions des bouchers, pas des apothicaires. Et elle a ri, mais pas naturellement. Si vous me demandiez, et j'ai dit qu'elle avait lu à ce sujet Plante, tu ne penses pas? Les doigts de mademoiselle Marple se resserraient légèrement sur son panier. C'était curieux, en effet. Madame Hargreaves a continué, appréciant clairement son moment d'intrigue. Et puis, juste au moment où elle partait, je l'ai entendue dire autre chose, me mutant l'esprit, mais je l'ai entendue. Elle a dit « Je dois m'en débarrasser, avant qu'il ne soit trop tard. » Mademoiselle Marple, qui avait passé toute sa vie à comprendre la nature humaine, savait que les mots imprudents étaient souvent les plus révélateurs. Une personne coupable parlait rarement de culpabilité, seulement de peur, d'urgence. « Ma chère madame, Hargreaves, dit-elle avec un petit sourire, vous avez été très utile. » Madame Hargreaves rayonnait, satisfait par les éloges. Eh bien, je dis toujours, vous ne savez jamais ce qui est important jusqu'à ce que vous en parliez avec quelqu'un avec un peu de sens. Mademoiselle Marple a simplement incliné la tête avant de sortir de la boutique et dans la rue endommagée par la pluie. La découverte était intrigante, mais cela posait une question importante. Clara Bartram cherchait-elle l'aconite parce qu'elle souhaitait l'utiliser ou parce qu'elle craignait que quelqu'un l'avait déjà fait? L'affaire a nécessité une considération supplémentaire, mais mademoiselle Marple, avec sa vive intuition, se sentait certaine d'une chose. Elle doit rendre visite à Clara Bartram. Et bientôt. Chapitre 9. Le fantôme dans la bibliothèque. La bibliothèque Greystone Manor était une pièce caverneuse, ses hautes étagères bordées de générations d'histoires de l'ensaison, liées en cuir maroquin fin et en relief de feuilles d'or. Un grand foyer en chêne, depuis longtemps vide de chaleur, se tenait une sentinelle sous un portrait tournant de sœur Reginald Lank des candélabras, jetant des ombres vacillantes qui dansaient à travers le tapis persan usé. Mademoiselle Marple, assise confortablement dans une chaise à oreilles par le foyer, a permis à son regard de balayer la pièce avec une attention silencieuse. La maison avait été agitée ces derniers jours, pas de nombreux secrets se déplaçant sous ces anciennes pierres, trop de conversations chuchotées derrière des portes clôturées. Mais il y avait quelque chose à propos de cet espace particulier qui se trait caché. Sir Geoffrey Lansing, visiblement irritable, arrhythmé près du lourd bureau en acajou, ses doigts battant contre sa surface polie. En face de lui, Lady Hermione était assise debout sur une chaise à dos haut, son regard sombre stable alors qu'elle considérait son fils. « Ghost !» marmonna enfin Sir Geoffrey. Un non-sens absolu. Lady Hermione a cambré un front parfaitement sculpté. Non-sens ou non, quelqu'un était dans ce Room hier soir. J'ai entendu des pas. Des pas, répéta sèche Geoffrey. Dans une maison de cette taille, avec ses couloirs sans fin et ses poutres grinçants? Mère, je souhaite que vous soyez sensée. Mais mademoiselle Marple, qui n'avait pas été adressée, s'éclaircit légèrement la gorge. Cher Sir Geoffrey,
J'ai découvert qu'il y a souvent très peu de distinction entre un fantôme et un secret que quelqu'un souhaite rester enterré. Le silence qui a suivi était aussi lourd que les tomes bordant les murs. Sir Geoffrey soupira et passa une main dans ses cheveux. L'inspecteur Fletcher est convaincu que quelqu'un dans cette maison a tué Miss Graves. Et maintenant, vous suggérez que nous sommes hantés par quelque chose de très réel? Lady Hermione, ses doigts entrelacés, parla doucement. Je ne me trompais pas. Le bruit venait de ces murs. Mademoiselle Marple plia soigneusement les mains sur ses genoux. Alors nous devrions nous demander, chère Lady Hermione, pourquoi quelqu'un était ici et ce qu'il cherchait. Sir Geoffrey a hésité, mais avant qu'il ne puisse répondre, un son les a interrompus. Un bruit sourd bas et creux, comme si quelque chose de lourd s'était déplacé dans les murs. Les trois ont gelé. Geoffrey tourna autour, les yeux se rétrécissant. What the devil? Le bruit est reparti. Cette fois, sans équivoque de la bibliothèque en face de la cheminée. Pendant un instant, personne ne bougeait. Puis, avec une foulée déterminée, Geoffrey a traversé la pièce et a pressé ses mains contre les livres. Les épines usées n'ont rien fait. Il a maudit sous son souffle mademoiselle Marple, cependant, s'était levée sur ses pieds. Se déplaçant avec une délibération prudente, elle se dirigea vers les étagères, son regard tracé les sculptures complexes sur les panneaux de chêne. Puis, elle a tendu la main, presque sans absente, et pressé sur une petite fleur de lèvres en basse. Avec un gémissement lent et réticent, la bibliothèque a changé. Lady Hermione a expiré fortement. Une porte cachée bâilla ouverte, révélant un passage étroit, ses murs bordés de pierres froides et humides. La poussière a enrobé le sol en parcelles inégales, perturbé dans des endroits où les pas se sont écoulés. L'air était lourd et rassis, pendant des décennies, peut-être, jusqu'à présent. Sir Geoffrey, son expression illisible, a allumé une bougie et s'est avancé. « Eh bien, marmonna-t-il, c'est quelque chose, non ?» Mademoiselle Marple a regardé dans l'obscurité avec un intérêt tranquille. « En effet, » murmura-t-elle, « quelque chose qui a été oublié ou peut-être intentionnellement dissimulé. » Ils ont procédé prudemment, la bougie vacillante illuminant un couloir étroit qui a conduit vers une petite chambre sans fenêtre. En son centre se tenait un vieux bureau, recouvert de poussière et de papier à longue distance. Une encre ternie et une bouteille en verre vide étaient assises au sommet, et une seule chaise à bascule couchée contre le mur. Lady Hermione, avançant, pâlit. « Je me souviens de cette pièce, » dit-elle, tranquillement. Il appartenait à Lucian Lansing. Sir Geoffrey la regarda brusquement. « Lucian, le cousin de votre grand-père. » Il était troublé. La voix de Lady Hermione a été mesurée, mais quelque chose scintillait dans son expression, quelque chose comme la peur. Mademoiselle Marple, dont l'esprit tranchant avait déjà commencé à assembler le puzzle, a touché légèrement un morceau de parchemin. Troublé ou silencieux? Les mots semblaient résonner dans la chambre. Sir Geoffrey fronça les sourcils. « Je ne suis pas. » Lady Hermione exhala. « Lucian Lansing a été disgracé. Un scandale. Jamais parlé en compagnie polie. Il aurait fui le pays en honte après... Eh bien, après une indiscrétion. » Le regard de mademoiselle Marple s'est attardé sur un document délavé, une lettre, partiellement obscurcie par la poussière. Elle se pencha en avant, brossant doucement la surface, avant de lire à haute voix. « Je sais ce que tu as fait, et je ne serai pas silencieux. Tu ne peux pas cacher le passé pour toujours. » Silence. Le visage de Sir Geoffrey s'est assombri. Qui a écrit ça? La voix de Lady Hermione était à peine au-dessus d'un murmure. « Lucian !» Les lèvres de mademoiselle Marple se pressaient ensemble.
Et pourtant, il a disparu. Pas d'enregistrement de l'endroit où il est allé, pas de mots de lui pendant des années. Elle laissa les mots pendre, puis se tourna vers Lady Hermione avec une douce insistance. « Ma chère, pensez-vous qu'il est possible que Lucian ne soit jamais parti du tout ?» Sir Geoffrey a expiré fortement. « Vous voulez dire qu'il a été caché ?» L'expression de mademoiselle Marple était illisible. « Ou caché en permanence ?» Lady Hermione se balançait légèrement. Je m'étais toujours demandé. Mon père n'a plus jamais parlé de lui. Et maintenant, ce passage. Sir Geoffrey a pris un pas en arrière, son regard scintillait sur le bureau recouvert de poussière, la pièce oubliée, la porte cachée. Et mademoiselle Graves, murmura-t-il. Mademoiselle Marple a hoché la tête. Si elle l'avait découvert, et si quelqu'un dans cette maison avait un intérêt direct à garder le passé enterré, Lady Hermione ferma brièvement les yeux. Puis, elle a été tuée à cause de ce qu'elle savait. Une rafale d'air a suscité la flamme de la bougie, faisant scintiller les ombres sur les murs. Dalle supprimée, la présence inquiétante du sort de Miss Graves, tout cela commençait à prendre forme. Mademoiselle Marple se tourna vers le passage ouvert, son expression réfléchie. « Il en est toujours ainsi avec des secrets, » murmura-t-elle. « Ils ont une façon d'attendre, puis de revenir au moment le plus gênant. » Chapitre 10. Minuit au Ravenscroft Hall. La pluie avait cessé, laissant une brume épaisse qui enroulait sur les haies et s'installa dans des mèches fantomatiques autour des tourelles de Ravenscroft Hall. L'ancien domaine, debout fièrement sur le bord de Thornwick, était une relique d'un autre âge. Ses fenêtres imposantes sombres, ses murs vêtus de liais n'étaient pas. Une silhouette, masquée et prudente, se déplaçait rapidement dans le jardin latéral, ne s'arrêtant que pour jeter un coup d'œil à la vaste façade avant de disparaître à travers une porte latérale étroite. Quelque part au loin, un renard glapit, son cri portant le silence. À l'intérieur, sur un long couloir bordé de portraits ancestraux, une réunion avait lieu. Mademoiselle Marple, confortablement installée sur sa chaise au Rose and Crown Inn, avait entendu les rumeurs. Une réunion clandestine qui se déroule à minuit, chuchotée par un garçon stable, insouciant, qui avait été payé pour cède un cheval dans le secret. Et donc, même si elle n'avait pas eu beaucoup plus de crédits, tels que des germes ou des sciences de la médecine. À 11 heures et précisément, elle avait quitté l'auberge, se glissant sous la prétention d'avoir besoin d'une bouffée d'air, son châle en laine tira étroitement autour d'elle. Son parcours avait été délibéré, ses pas prudents, car elle avait su que Ravenscroft Hall donnerait quelque chose, si elle ne répondait pas, puis à tout le moins un autre morceau du puzzle. Maintenant, debout au bord de la propriété, obscurcie par les ombres d'un grand châtaignier, elle a vu le scintillement d'une lanterne dans une fenêtre supérieure. Quelqu'un était à l'intérieur, et elle n'était pas la seule à regarder. Un mouvement, silent, prudent, par la vieille chapelle ruine. Une autre ombre, celle-ci plus lente et plus délibérée. Les yeux pointus de mademoiselle Marple n'ont pas manqué la faible lueur de quelque chose de métallique dans la main de la figure. Une clé. Puis, un cri, étouffé, mais assez clair pour envoyer une ondulation de malaise dans l'air froid de la nuit, un bruit sourd, le son indubitable de quelque chose de lourd tombant, puis un silence qui était en quelque sorte plus alarmant que le bruit. Mademoiselle Marple n'a pas hésité. Bien que l'âge ait ralenti son pas, son esprit était aussi net que jamais. Se déplaçant soigneusement, elle a suivi le chemin de gravier vers l'entrée latérale, ne faisant que s'arrêter lorsqu'elle a atteint la porte. Elle avait été laissée à jarre. À l'intérieur, le grand couloir était sombre, l'air épais avec l'odeur du vieux bois et de la fumée de bougies.
Dans un endroit plus profondément dans la maison, elle pouvait entendre une horloge cocher, 2 carillons lents et délibérés, marquant l'heure. Et puis, un autre son, une porte ouverte. Elle n'a pas bougé, et elle n'a pas crié. Au lieu de cela, elle a simplement attendu. Et quand la silhouette s'avança, leur visage pâle, leur souffle venant en halètement, elle a laissé échapper un soupir silencieux. C'était Clara Bartram. Ses yeux étaient de large, ses mains tremblantes, alors qu'elle serrait les plis de son manteau sombre. Je ne voulais pas, .. Elle s'arrêta brusquement, remarquant mademoiselle Marple pour la première fois. Pendant un long moment, aucune femme ne parlait. Puis, Clara a expiré, son corps entier s'affaissait. « C'est à nouveau !» La voix de mademoiselle Marple était douce, mais il n'y avait pas de mal à se tromper sous l'acier. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chère ?» Le regard de Clara clignota vers la porte dont elle venait. Ses lèvres se séparaient, comme pour parler, mais un nouveau son les interrompit. Footsteps, rapide, urgent, ascension de l'uperceur. Sir Geoffrey Lansing est apparu dans la faible lumière, son expression tonitruante. Qu'est-ce que le nom de Dieu? Il s'est arrêté à la vue devant lui. Son regard se déplaçait du visage cendré de Clara à la présence composée de Miss Marple, puis passait-les à la porte au-delà. Mademoiselle Marple a légèrement tourné la tête. Une silhouette était froissée dans l'embrasure de la porte. C'était Edwin Brice, le avocat. La lanterne, qui avait autrefois illuminé la fenêtre à l'étage, gisait renversée à côté de lui, sa lumière vacillant sauvagement sur le parquet. Il était tout à fait encore. Mademoiselle Marple, qui avait vu beaucoup de choses de son vivant, s'est avancée et s'est abaissée soigneusement à côté du corps. Ses mains, stables malgré ses années, ont tendu la main, ses doigts reposant légèrement contre son poignet. Il n'y avait pas de pouls. Elle se redressa, brossant une mèche d'égard, de cheveux blancs en place. Il est mort. Un silence horrifié est tombé sur le couloir. Sir Geoffrey marmonna quelque chose dans son souffle et passa une main sur son visage. Clara, quant à elle, était devenue mortelle pâle, son souffle rapidement et peu profond. « Je suis venue le rencontrer », murmura-t-elle. Il a envoyé une note. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Mais, quand je suis arrivé, il était déjà… Mademoiselle Marple acquiesça lentement. « Oui, mon cher. Je pensais qu'il pourrait l'être. » Sir Geoffrey a brusquement tourné. « Que voulez-vous dire ?» Mademoiselle Marple Rose, époussetant ses jupes avec la délibération calme d'une femme qui venait de confirmer quelque chose de longtemps soupçonné. « Monsieur… » Brice savait quelque chose qui était dangereux pour la personne responsable de la responsabilité de mademoiselle Graves. J'imagine qu'il a réalisé, plutôt tardif, qu'il était devenu une responsabilité. Elle a terminé sa tête, son gaz balayant le corridor sombre. Et donc, il devait être au silence. Clara a laissé échapper un petit sanglot. Mais je ne comprends pas. Mademoiselle Marple se tourna doucement vers elle. « Oh, ma chère, je crois que vous le faites. Vous savez exactement pourquoi il était ici. Et maintenant, nous devons déterminer qui d'autre a fait. » Sir Geoffrey a laissé échapper un lourd soupir. 2 décès, tous 2 liés à des secrets depuis longtemps enterrés. Il secoua la tête. « À quoi nous traitons-nous exactement, mademoiselle Marple ?» Elle plissa soigneusement les mains devant elle. « Oh, Sir Geoffrey, c'est assez simple. Nous avons affaire à quelqu'un qui a fait une grave erreur. » Elle se tourna vers la forme sans vie d'Edwin Brice, ses yeux réfléchis. Ils ont tué une fois pour protéger le passé. Mais ce soir, ils ont tué à nouveau, pour protéger la vérité. La maison grinçait autour d'eux, la chandelle jetant de longues ombres sur les murs.
quelque part dans les profondeurs de Ravenscroft Hall, un meurtrier se tenait dans l'obscurité, leur secret momentanément sûr. Mais pas pour longtemps. Chapitre 11. Une bougie a été étouffée trop tôt. La pluie avait finalement cessé, quittant le village de Thornwick entouré de brumes humides, s'accrochant aux haies et tourbillonnant sur la pierre grise du manoir Greystone. À l'intérieur, l'air était lourd, comme si les murs eux-mêmes ont été témoins du poids des secrets enterrés depuis longtemps. Laetitia Graves, empoisonnée à la table du dîner de Lady Hermione, et l'avocat Edwin Brace, trouvé sans vie au Ravenscroft Hall. Mademoiselle Marple, assise confortablement dans une chaise en brochure près du foyer, tricote, bien que ses doigts se déplaçaient distraitement au-dessus de la laine douce. Son esprit était ailleurs, retournant méthodiquement chaque pièce du puzzle, l'examinant sous tous les angles. En face d'elle, l'inspecteur Fletcher a rythmé, près de la grande fenêtre, son front profondément sortant. « Il y a un lien, marmonna-t-il, à moitié pour lui. Il doit y avoir. Brice n'a pas été tué sans raison. Il savait quelque chose. » Mademoiselle Marple a levé les yeux légèrement. « En effet, inspecteur. Et on pourrait demander, comment a-t-il appris à le savoir ? Un bruissement de jupe et une clairière de la gorge ont attiré leur attention. Lady Hermione, toujours prête malgré la tension dans les airs, a posé sa tasse de thé avec une précision délicate. « Tout est très fatigant, cette affaire de secret, » murmura-t-elle. « Les gens ont l'habitude de draguer le passé, même quand ils seraient bien laissés sans être entraînés. » Mademoiselle Marple sourit doucement. « Le passé, chère Lady Hermione, n'est jamais vraiment enterré. Il a une façon de se faire connaître, et dans ce cas, je crois que cela l'a fait le plus tragiquement. » Un silence est tombé sur la pièce. Sir Geoffrey Lansing, debout, près du manteau, soupirait. « Si vous avez une théorie, mademoiselle Marple, je vous suggère de le partager. Pour ma part, je voudrais savoir pourquoi je semble divertir un meurtrier. » Mademoiselle Marple a mis de côté son tricot et a rabordé soigneusement les mains. « Alors commençons par l'élément le plus curieux de tous. Ravenscroft Hall. Dites-moi, Sir Geoffrey, que savez-vous de ses anciens occupants ?» Geoffrey fronça les sourcils. Il appartenait au Harcourt depuis des générations. Ils étaient des relations lointaines, mais ils sont partis après une tragédie, quelques années avant ma naissance, je crois. Mademoiselle Marple a hoché la tête. « Oui, en effet. Une affaire plutôt triste, si je me souviens bien. Un jeune garçon, noyé dans le lac, n'est-ce pas ?» Les doigts de Lady Hermione se sont tendus autour de l'accoudoir de sa chaise, bien que sa voix soit restée mesurée. « Oui, Julian Harcourt. Sa mère ne s'est jamais remise du choc. Ils sont partis peu de temps après. » L'expression de mademoiselle Marple n'a pas changé, même si elle a observé vivement la réaction de Lady Hermione. Je me suis demandé à madame Hargreaves à ce sujet. On apprend tellement chez le boucher, vous savez, et elle m'a rappelé quelque chose de plutôt important. Une pause délicate. Miss Marple a poursuivi, sa voix calme, presque conversationnelle. Il semble que mademoiselle Laetitia Graves ait été utilisée comme gouvernante au Ravenscroft Hall au moment de la mort du jeune Julian. L'effet était instantané. Lady Hermione est devenue rigide. Clara Bartram a pris dans sa gorge. Sir Geoffrey plissait les yeux. L'inspecteur Fletcher a cessé de faire le stimulation. Le tricot de mademoiselle Marple était intact sur ses genoux. Ce fut un accident terrible, bien sûr, ou c'est ce que l'on pensait. Silence épaissi dans la pièce. L'inspecteur Fletcher a été le premier à parler. « Que suggérez-vous, mademoiselle Marple ?» Miss Marple soupira doucement. « Je suggère que ce n'était pas du tout un accident, que mademoiselle Graves
savait quelque chose de dangereux, et que quelqu'un était prêt à tuer pour le garder caché. Lady Hermione, ses mains maintenant serrées étroitement sur ses genoux, laissait échapper une inspiration absurde. Mademoiselle Marple a incliné la tête. « Est-ce, ma chère? Pensez, si vous voulez, ce que Monsieur Brice a dit avant de mourir, que Mademoiselle Graves lui avait écrit, si elle avait connaissance de quelque chose, peut-être il y a des années, et avait seulement décidé de le révéler. Cela ne fournirait-il pas un motif des plus convaincants pour son meurtre? » La mâchoire de Fletcher s'est resserrée. « Alors vous pensez que quelqu'un présent maintenant, était responsable de la mort du garçon? » Mademoiselle Marple a tourné son regard vers la cheminée, où un portrait de la mère de Julian Harcourt était toujours suspendu. Le visage peint de la jeune femme était gelé dans une mélancolie silencieuse, sa douleur conservée dans l'huile et la toile. « Pas nécessairement, » a déclaré Miss Marple lentement, « mais quelqu'un dans cette maison était complice. Quelqu'un connaissait la vérité, et Miss Graves, de sa manière malheureuse habituelle, a utilisé cette connaissance à son avantage. Sir Geoffrey a expiré brusquement. Alors elle faisait chanter quelqu'un. Mademoiselle Marple a hoché la tête. « Je pense que oui, et je crois que Monsieur Brice, intelligent, comme il était, a découvert son secret, et donc, lui aussi a dû être réduit au silence. » Une lourde pause s'est installée sur la pièce. Mademoiselle Marple a étudié chaque visage à son tour. Clara Bartram était très immobile, ses mains serrées si étroitement que les jointures brillaient, blancs. Lady Hermione avait retrouvé son sang-froid, mais le léger tremblement dans son souffle n'était pas passé inaperçu. Sir Geoffrey, toujours pratique, les regardait tous les deux. Enfin, Lady Hermione a parlé, sa voix coule. « Et qui, priez, croyez-vous que c'est responsable ?» Mademoiselle Marple a fait un petit sourire. « Oh, ma chère, la réponse est là pour que tous les voient. Il suffit de poser la bonne question. » Elle se tourna vers le portrait de la mère de Julian Harcourt une fois de plus. Qui se tenait pour tout perdre si la vérité venait? Le feu crépitait. À l'extérieur, la brume se glissa le long des sentiers de jardin, enroulant autour des pierres anciennes du manoir gris, chuchotant du passé. Et dans le silence de cette grande maison, le meurtrier était assis, sachant que le passé était enfin venu frapper. Chapitre 12. Le sermon curieux du vicaire. Le village de Thornwick avait toujours observé le dimanche matin avec la révérence silencieuse adaptée à une paroisse anglaise. Les cloches de St. Luke's Church se sont pénétrant doucement à travers le verre, convoquant son troupeau avec l'insistance régulière de la tradition. L'air était net, teinté de l'odeur de terre humide et des feuilles tombées, et la congrégation a été le mieux dimanche, a été soulevée solending dans la façon dont le whisper a sous le meilleur dimanche de dimanche, a été soulevé solending dans la façon dont le whispers a été soumis à la meilleure dimanche de dimanche, sorti solendid in sornemi dans le whispers whist, en vertu de dimanche Sunday, plafond voûté. Mademoiselle Marple, vêtue de son manteau coutume de gris colombe, a pris sa place habituelle, près du banc du milieu, où elle avait une vue claire à la fois sur la chaire et les villageois assemblés. Elle a observé avec un léger intérêt, alors que Lady Hermione Lansing entra avec son équilibre habituel, ses mains ganées reposant légèrement sur la sculpture de son pew, semblait plus pâle que d'habitude, son regard se précipitant vers l'autel avec quelque chose qui ressemble à un malaise. Les événements des dernières semaines pesaient lourdement sur le village. 2 morts. Un terrible secret découvert. Le meurtre de Mademoiselle Laetitia Graves avait mis le scandale en mouvement, et la fin prématurée d'Edwin Bryce n'avait fait qu'aggraver le sentiment de malaise. Le service a commencé comme il l'a toujours fait,
avec l'intonation régulière du vicaire, le révérend Arthur Chiswick. Il était un homme mince, avec un visage aimable, mais solennel, sa voix se levant et tombant dans de douces cadences alors qu'il menait les prières du matin. La congrégation a murmuré leurs réponses à l'unisson, bien qu'il y ait eu un air de distraction. C'est pendant le sermon que mademoiselle Marple s'est retrouvée soudainement alerte. Le vicaire s'était tourné vers le livre des chiffres, sa voix portant à travers les murs de pierre avec une autorité mesurée. « Assurez-vous que votre péché vous découvrira. » La phrase, familière et souvent citée, a envoyé une ondulation de tension à travers la congrégation assemblée. Mais ce n'est pas simplement les mots qui ont attiré l'attention de mademoiselle Marple, c'était l'effet qu'ils avaient sur une personne en particulier. Clara Bartram s'était raidie dans son siège, ses mains gantées se resserrant sur ses genoux. La réaction était subtile, presque imperceptible à l'œil non formé. Mais mademoiselle Marple, qui avait passé un avis observant les minuties du comportement humain, l'a vu aussi clairement que si Clara avait crié en détresse. Le vicaire a continué, son ton inébranlable. « C'est un avertissement, bien sûr, que peu importe à quel point on enterre le passé, peu importe à quel point on cache soigneusement ses méfaits, la vérité s'élèvera, car ce qui est caché dans l'obscurité sera mis en lumière. » Clara inhalait fortement. Mademoiselle Marple a baissé les yeux, son esprit travaillant rapidement. C'était Clara. C'était Clara depuis le début. Les pièces se sont mises en place, avec une inévitabilité silencieuse. La figure nocturne près du manoir. La tentative désespérée de se distancier de Miss Graves. Le mouchoir sur les lieux du crime. Et maintenant cela. Une réaction, donc dire que cela aurait aussi bien pu être une confession. Le fil final, cependant, avait été le passage caché à Ravenscroft Hall, un passage que Clara avait connu depuis le début. Alors que le service s'est terminé, la congrégation a augmenté à l'unisson, le bruissement des manteaux et des hymnes remplissant l'espace. Mademoiselle Marple s'est déplacée avec un but calme, son ensemble de cours. À l'extérieur, dans la faible lumière d'automne, Clara s'était tournée pour parler avec Lady Hermione. Mais à l'approche de mademoiselle Marple, ses épaules se sont tendues très légèrement. « Ma chère madame, Bartram », dit agréablement mademoiselle Marple, sa voix portant la chaleur d'une tante âgée. « Je me demande si je pourrais avoir un mot ?» Clara hésita, puis sourit fermement. « Bien sûr, mademoiselle Marple. » Les deux femmes se sont légèrement éloignées de la foule partante. Mademoiselle Marple l'a étudié avec un examen minutieux. « Vous avez trouvé le passage à Ravenscroft Hall, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Clara se séparèrent légèrement, mais aucun mot n'est venu. Miss Marple a poursuivi, sa voix presque gentille. « Vous voyez, ma chère, j'ai pensé au motif. Mademoiselle Graves était une femme qui aimait tenir des secrets, et j'imagine, une fois qu'elle a réalisé ce qu'elle avait découvert dans cette pièce cachée, elle n'a pas perdu de temps pour s'assurer que quelqu'un savait qu'elle avait découvert la vérité. » Les mains de Clara tremblaient légèrement, mais elle leva son menton. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Oh, je pense que vous le faites, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous voyez, je me suis souvenu de quelque chose le plus important. Cet accident tragique, la noyade du jeune Julian Harcourt, c'était juste cela, un accident. » Elle s'arrêta en regardant soigneusement le visage de Clara. « Mais je pense plutôt que Miss Graves connaissait autrement ?» Un scintillement de panique a croisé le visage de Clara. Mademoiselle Marple a souri, bien que sa voix soit restée inébranlable. Julian Harcourt n'était pas seul au lac ce jour-là. Il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Quelqu'un qui n'en a jamais parlé, qui a laissé passer les années en silence. Mais quand mademoiselle Graves a découvert la vérité,
Elle a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a cherché à en profiter. Clara a laissé échapper un petit rire, étranglé. Vous vous trompez. Miss Marple a incliné la tête. Ma chère, je pense que vous devriez m'entendre, parce que, vous voyez, si Miss Graves avait connu l'accident, elle aurait confronté la personne impliquée. Elle aurait exigé quelque chose, n'est-ce pas? Une pause. Mademoiselle Marple se pencha légèrement, sa voix plus douce maintenant. Et cette personne aurait été terriblement peur. Si peur qu'il puisse faire quelque chose de désespéré. Le souffle de Clara est venu vite maintenant, son sang-froid glissant. Je ne voulais pas. Mademoiselle Marple a tendu la main et a pris sa main tremblante, son ton qui regrette presque. Mais vous l'avez fait, ma chère. Et quand Edwin Brice l'a appris, vous avez paniqué. Vous avez arrangé pour le rencontrer à Ravenscroft Hall, n'est-ce pas? Et quand il a menacé d'aller aux autorités, vous... Clara a laissé échapper un souffle vif et brisé. Je l'ai poussé. Le silence s'étendait entre eux. Mademoiselle Marple soupira, appuyant une fois la main de Clara avant de la libérer. C'est toujours la même chose, ma chère. Un crime commis dans le passé, un moment de peur qui mène à un autre, et un autre. Derrière eux, l'inspecteur Fletcher, qui s'était tenu tranquillement, s'avança. Clara n'a pas résisté en la prenant par le bras. Alors qu'il la conduisait, Mademoiselle Marple se retourna une fois de plus vers St. Luke's Church, où le sermon était terminé, et pourtant, en quelque sorte, avait vraiment commencé. Assurez-vous que votre péché vous découvrira. Oui, Mademoiselle Marple a pensé en marchant lentement vers le verre du village. C'est toujours le cas. Chapitre 13. Un piège est défini. Le village de Thornwick est resté mal à l'aise sous le ciel lourd, l'air épais avec une tension qui s'était installée dessus comme une brume sur le verre. Bien que les routines quotidiennes des villageois se soient poursuivies. Le boulanger pétrissant sa pâte, le laitier faisant ses rondes, le forgeron martèle. Les villageois. Quelque chose à parler au cours de leur thé du matin, mais pour Mademoiselle Marple, l'affaire était loin d'être résolue. Assis dans le salon confortable à la dentelle de la Rose and Crown Inn, Mademoiselle Marple a siroté son thé pensivement, ses aiguilles de tricot couchées inactives sur ses genoux. En face de son inspecteur assis Henry Fletcher, son front sortant alors qu'il feuillait son cahier avec l'air d'un homme qui ressentait quelque chose de mal, mais n'avait pas encore saisi ce que c'était. « Alors, dit-il enfin, Clara Bartram a avoué. Elle prétend qu'elle a poussé Brice dans un moment de panique. C'est la fin, sûrement ?» Mademoiselle Marple a soupiré, posant sa tasse de thé avec la précision délicate d'une femme qui avait passé une vie à gérer la chinoise fine. « Oh, cher inspecteur, on déteste ainsi contredire, mais je crains que vous ne vous trompez. Clara Bartram est coupable d'un crime. Oui, mais pas le crime qui a mis tout cela en circulation. Et cela, vous voyez, fait toute la différence. » Fletcher lui lança un regard vif. « Miss Graves ?» Mademoiselle Marple a incliné la tête. « Précisément. Clara Bartram a tué Edwin Brice parce qu'il avait découvert la vérité, mais elle n'a pas tué Mademoiselle Laetitia Graves. Et cela signifie, cher inspecteur, que le vrai meurtrier est toujours parmi nous. » Fletcher a laissé échapper une respiration lente. « Vous êtes certain, mademoiselle ?» Marple sourit, bien que ses yeux soient tranchants. « Oh, inspecteur, je suis assez certain. Et de plus, je crois que notre meurtrier commence à se sentir plutôt inconfortable. » Même pendant qu'elle parlait, un bruit soudain les a interrompus. Le clip rapide des pas blessés sur la rue pavée à l'extérieur. Un instant plus tard, Sir Geoffrey Lansing est entré dans l'auberge, ses caractéristiques généralement composées fixées dans une expression d'urgence contrôlée.
Il a repéré Fletcher et Miss Marple à la fois et se sont enfouis vers eux. « Inspecteur, vous devez venir tout de suite, » a-t-il dit vivement. Il y a eu un incident au Greystone Manor. Fletcher se leva immédiatement. Quel genre d'incident? La bouche de Sir Geoffrey s'est resserrée. Quelqu'un a tenté de mettre le feu à la bibliothèque. Un bref silence stupéfait a suivi. Mademoiselle Marple a replié ses mains, son regard stable. « Oh, mon cher, » murmura-t-elle, « c'est plutôt révélateur, n'est-ce pas ?» Fletcher lui a lancé un regard, mais n'a pas perdu de temps à récupérer son chapeau et son manteau. « Viens, Miss Marple, je pense que tu devrais voir ça. » Le voyage vers Greystone Manor a été rapide, bien que l'air soit devenu sensiblement plus lourd avec la promesse de pluie. Alors qu'ils approchaient de la grande maison, les yeux pointus de mademoiselle Marple n'ont pas manqué les signes subtils de l'agitation. La porte d'entrée légèrement entr'ouverte, la bosse, la fenêtre ouverte, le côté est. À l'intérieur, la grande bibliothèque était en plein désarroi. Bien que le feu ait été rapidement contenu, l'un des rideaux en velours lourd avait été réduit à des restes carbonisés, et un faible parfum de papier brûlé persistait dans l'air. Fletcher se tourna vers Lady Hermione Lansing, qui se tenait près du foyer, son expression froide, illisible. Comment cela s'est-il produit? Lady Hermione a expiré. Graves sentait la fumée et leva l'alarme. Le feu venait de commencer. Nous avons réussi à l'éteindre avant qu'il ne se propage. Mademoiselle Marple a marché lentement à travers la pièce, son regard vif balayant les livres dispersés, les bords sombres du tapis, le petit bougeur en laiton qui était renversé sur le sol. « Quelle chance !» murmura-t-elle, se penchant légèrement pour prendre un incendie qui a peut-être commencé par une telle manière malheureuse. La main gantée de Lady Hermione se resserra légèrement à l'arrière d'une chaise. C'était probablement un accident, peut-être une bougie laissée brûler. Le sourire de mademoiselle Marple n'a pas hésité. « Oh, mais c'est curieux, parce que, vous voyez, les accidents ne se produisent généralement pas quand on tente de détruire des preuves. » Une ondulation de tension a traversé la pièce. Le regard de Fletcher s'est affûté. « Vous croyez que quelqu'un a délibérément mis ce feu ?» Mademoiselle Marple hocha la tête, brossant la suie de ses doigts. « Oh, oui, inspecteur. Et je pense plutôt que je sais qui. » La pièce semblait retenir son souffle. Mademoiselle Marple se tourna, son regard reposant sur Lady Hermione. « Parce que, vous voyez, Lady Hermione, a-t-elle poursuivi, vous êtes la seule personne dans cette maison qui aurait pu le faire. » Un scintillement, robuste, presque imperceptible, a traversé le visage de Lady Hermione. Mais elle a récupéré rapidement, son menton se soulevant avec une dignité froide. « Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez dire. » Miss Marple a soupiré. « Oh, ma chère, mais vous le faites. Vous voyez, j'ai commencé à soupçonner la vérité quand j'ai réalisé que la mort de mademoiselle Laetitia Graves n'avait rien à voir avec le scandale actuel, mais plutôt un vieux quelque chose d'il y a longtemps, quelque chose qui aurait pu être oublié. Miss Graves n'avait pas été aussi très déterminée à la fin. » Les doigts de Lady Hermione se contractent légèrement à ses côtés. Sir Geoffrey, l'air pâle, parlait soudainement. « Mère, de quoi parle-t-elle » La voix de mademoiselle Marple était gentille, mais ferme. « Elle parle de la mort de Julian Harcourt. » Un silence est tombé sur la pièce, plus lourd qu'avant. Mademoiselle Marple s'est tournée vers le rideau qui fume encore. Mademoiselle Graves a dû découvrir quelque chose, peut-être dans cette bibliothèque même, qui a prouvé que Julian Harcourt ne s'est pas noyé par un accident, comme on le croyait toujours. Et elle a utilisé cette connaissance, n'est-ce pas, Lady Hermione?
Les lèvres de Lady Hermione se pressaient ensemble. Mademoiselle Marple a fait un pas en avant. « Et c'est pourquoi vous l'avez tué. Vous avez empoisonné son café avec de l'aconite, un poison rarement utilisé, mais que vous, une femme avec une vie de jardin de Greystone, vous en saviez bien. Et quand Edwin Brice est venu trop près de la vérité, vous avez également organisé sa mort. » Sir Geoffrey a laissé échapper une respiration nette. « Mère, est-ce vrai ?» Les épaules de Lady Hermione se sont redressées. « J'ai fait ce que je devais faire. » Sa voix était calme, froide. Mademoiselle Graves était une femme vile. Elle a menacé de ruiner cette famille. Quelque chose qui s'est produit il y a si longtemps, je ne pouvais pas le permettre. Mademoiselle Marple soupira. « Et donc vous avez mis le feu, en désespoir de cause. Mais vous voyez, chère Lady Hermione, le passé a un moyen de se révéler. » Fletcher s'est avancé. « Lady Hermione Lansing, je dois vous demander de venir avec moi. » Pendant un moment, elle est restée immobile, puis, toujours digne, elle a hoché la tête. « Bien sûr, inspecteur, je vais m'habiller. » Alors qu'elle balayait la pièce, mademoiselle Marple jeta un coup d'œil à Sir Geoffrey, dont le visage était devenu pâle. Il la regarda, les yeux creux. « Elle l'a fait, » a-t-il dit doucement. « Tout pour le bien du passé. » Mademoiselle Marple a atteint son tricot. « Oh, ma chère, ce n'est jamais le passé que nous devrions craindre, mais les secrets qui, selon nous, ne seront jamais découverts. » Chapitre 14. Le démasquage d'un meurtrier. Les fortes pluies s'étaient écoulées, laissant le village de Thornwick se baigner dans la lumière froide d'un après-midi couvert. Une légère brume bouclée autour des haies, et les cheminées du manoir grisé ont libéré de fines tendrils de fumée dans le ciel gris. Le grand salon, généralement un endroit pour une conversation polie et un « chéri » après le dîner, a maintenant servi de cadre à quelque chose de tout à fait différent. Les invités assemblés. Sir Geoffrey Lansing, Clara Bartram, Colonel Bartram, Lady Hermione, inspecteur Fletcher, et il savait ici. À la tête de la pièce, mademoiselle Marple s'est assise primordiale dans un fauteuil couvert de chintz, ses mains soigneusement pliées sur ses genoux. Malgré sa présence légère et sans prétention, il y avait une certaine gravité dans la façon dont elle a interrogé la pièce, comme si elle était une classe d'école sur le point de livrer une leçon bien méritée. Sir Geoffrey, clairement impatient, exhalait fortement. « Mademoiselle Marple, j'espère que vous avez une très bonne raison pour cette performance. » Mademoiselle Marple a souri, bien que ses yeux tenaient une netteté qui démentait sa douce expression. « Oh oui, Sir Geoffrey, je le fais. Vous voyez ? Je pensais qu'il est assez important que nous nous réunissions tous maintenant, que la poussière s'est installée. Cela a été assez pénible quelques semaines, a-t-il pas été ? Une ondulation de malaise a traversé la pièce. Clara Bartram, son visage pâle, a changé inconfortablement. Je vous l'ai dit, j'ai tué Edwin Brice. J'ai déjà avoué. Pourquoi sommes-nous ici ? Mademoiselle Marple s'est tournée vers elle avec un petit signe de tête. En effet, ma chère, vous l'avez fait, et cette question est assez réglée. Mais il reste le problème plutôt urgent du meurtre de mademoiselle Laetitia Graves, et j'ai peur que le crime particulier soit encore très non résolu. L'inspecteur Fletcher se pencha en avant. Vous voulez dire que Clara n'a pas tué Miss Graves ? Oh non, dit à la légère mademoiselle Marple. Clara, pauvre ma chère, avait assez pour gérer sans ajouter un autre meurtre à sa liste. Sir Geoffrey fronça les sourcils. Alors, qui l'a fait ? Le tricot de mademoiselle Marple était intact sur ses genoux, alors qu'elle tournait son regard vers Lady Hermione Lansing. Je crois, Lady Hermione, que le moment est venu pour la vérité. La pièce était complètement silencieuse. Lady Hermione était assise très immobile.
C'est absurde, a-t-elle dit, sa voix cool, et même… Miss Marple a donné un petit soupir. Oh, je souhaite que ce soit. Mais je crains que tout cela soit assez inévitable. Vous voyez, Mademoiselle Graves était une femme qui savait les choses, et que, ma chère dame Hermione, l'a fait extrêmement dangereuse. Elle était le genre pour collecter les connaissances, pour stocker les petits détails, pour se souvenir de Quarles au cours des décennies, et, le plus malheureusement, elle a découvert la vérification à propos de Harcourt Julien. Un léger scintillement a croisé le visage de Lady Hermione, si vite qu'un œil non formé pourrait l'avoir manqué. Mais Mademoiselle Marple n'était pas non formée. Elle a trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Miss Marple a continué, sa voix douce mais inébranlable. Quelque chose qui a prouvé Julian. Car la mort du tribunal n'était pas un accident? Le colonel Bartram s'éclaircit la gorge. Mais c'était il y a si longtemps, en résolution. Mademoiselle Marple s'est tournée vers lui. Oui, en effet, c'était il y a longtemps, mais c'est la chose à propos des secrets, colonel. Ils ont un moyen de rester assez gênant. Elle a laissé les mots s'installer avant de continuer. Vous voyez, Julian Harcourt ne s'est pas simplement noyé. Est-ce qu'il a été poussé? Et la personne qui l'a poussé l'a fait dans un moment de désespoir. La voix de Sir Geoffrey était rauque. Qui? Mademoiselle Marple a retourné son regard vers Lady Hermione. Pourquoi? Ta mère? Bien sûr. Un halètement collectif s'est levé de la pièce. Lady Hermione n'a pas bougé. Mademoiselle Marple a continué doucement, comme si elle discutait de quelque chose de tout à fait ordinaire. Tu étais jeune alors, ma chère, et j'imagine que Julian Harcourt vous avait en quelque sorte menacé. Sir Geoffrey était devenu mortellement pâle. Mère, Lady Hermione a finalement parlé. Sa voix était calme, mais avec une résolution d'acier. Vous n'avez aucune preuve. Miss Marple a souri. Ah, mais c'est là que vous vous trompez. Vous voyez, Mademoiselle Graves a trouvé la preuve, peut-être une lettre, un document, quelque chose qui a laissé caché dans la bibliothèque, et quand elle a réalisé ce qu'elle avait, elle a dû aller vers vous. Une ombre traversa le visage de Lady Hermione, mais elle n'a rien dit. Miss Marple a poursuivi, sa voix maintenant plus ferme. Vous ne pouviez pas lui permettre de révéler la vérité, n'est-ce pas? Alors vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez empoisonné son café avec aconite. Un silence est tombé sur la pièce. Miss Marple soupira, son ton presque sympathique. C'était plutôt intelligent, vraiment. Vous saviez que Miss Graves avait l'habitude de boire du café le soir. Vous avez simplement glissé le poison dans sa tasse, sachant que personne ne vous soupçonne. Les lèvres de Lady Hermione se pressaient ensemble. Mademoiselle Marple secoua la tête. Cela aurait aussi fonctionné si Edwin Brice n'avait pas découvert le secret de Miss Graves. C'est pourquoi tu devais le tuer aussi. Mais maintenant, ma chère, j'ai peur que votre temps soit épuisé. Un silence lourd a suivi. Puis, enfin, Lady Hermione a exhalé. Elle a levé son menton, son expression illisible. C'était nécessaire, a-t-elle dit simplement. J'ai fait ce qui devait être fait. Sir Geoffrey la regarda, ses mains tremblantes. Mère. Lady Hermione s'est tournée vers lui. Vous devez comprendre, Geoffrey. Le passé n'est jamais vraiment passé. Il s'accroche, il suit, ça hante. Je suis simplement supprimer le danger. L'inspecteur Fletcher s'est avancé. Lady Hermione Lansing, je dois vous placer en état d'arrestation pour les meurtres de Laetitia Graves et Edwin Brice. Lady Hermione ferma brièvement les yeux, puis se leva sur ses pieds. Très bien, inspecteur. Alors qu'elle se permettait d'être emmenée, Mademoiselle Marple a regardé avec une solennité tranquille. Elle n'a pas juré, et elle n'a pas pris plaisir à l'instant.
C'était simplement la fin d'une histoire, qui avait commencé il y a longtemps avec une fille effrayée par un lac, et s'était terminée avec 2 vies prises pour cacher une vérité qui avait refusé de rester enterrée. Alors que la porte se refermait derrière eux, Mademoiselle Marple a atteint son tricot une fois de plus. Elle se tourna vers Sir Geoffrey, qui était toujours assis dans un silence stupéfait. « Il est toujours ainsi, ma chère, » murmura-t-elle gentiment. « La vérité sera toujours sortie, à la fin. » Chapitre 15. Thé, tranquillité et justice. Le Rose and Crown Inn était inhabituellement silencieux cet après-midi, à l'exception de la douceur de la Chine et du murmure doux de la conversation. La tempête qui avait plané sur Thornwick pendant des semaines, pas de temps, mais de suspicion, de meurtre et de secrets depuis longtemps, il était finalement passé. Le village, toujours résilient, avait déjà commencé son retour lent à la routine. Comme s'il était en train de lisser le village, la disruption avait déjà commencé son retour lent à la routine. Comme s'il était en train de lisser le village, la disruption avait déjà commencé son retour lent à la routine. Comme s'il était en train de lisser le village de la disruption du scandale de scandale. Assis à sa table préférée près de la fenêtre, Mademoiselle Marple a remué son thé avec une précision tranquille, son regard dérivant à travers le verre où une paire d'enfants jouait sous l'œil vigilant de leur infirmière. « Eh bien, Mademoiselle Marple, dit-il enfin, c'est fait. Lady Hermione a été officiellement inculpée et l'affaire, comme on dit, est fermée. » Mademoiselle Marple hocha la tête, son expression serein. « Oui, cher inspecteur, il apparaît ainsi, mais bien sûr, on ne ferme jamais vraiment le livre sur la nature humaine. » Fletcher a donné un petit rire, secouant la tête. « Vous avez une façon de voir dans les âmes des gens, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple a souri, bien qu'il y ait eu une touche de mélancolie dans ses yeux. « Oh, inspecteur, je ne fais rien de tel. J'observe simplement. Les gens ont une telle tendance à se révéler, étant donné assez de temps. » Elle a atteint son scone, le brisant délicatement. « Lala dit, Hermione, par exemple, une femme d'élevage impeccable, de sang-froid parfait, et pourtant, dans le cœur, une fille effrayée qui a fait une erreur qu'elle a passé le reste de sa vie à essayer de cacher. » Fletcher fronça les sourcils. Elle n'a jamais montré un scintillement de remords. Mademoiselle Marple a pris une gorgée de son thé avant de répondre. « Peut-être pas. Mais le remords prend beaucoup de formes, l'inspecteur. Parfois c'est silencieux. Parfois, cela se dégage comme une fierté, ou une colère, ou même une froideur. Mais c'est toujours là, dans une certaine mesure. Je ne crois pas que Lady Hermione ne se soit jamais vraiment pardonnée. » Fletcher exhala, se penchant en arrière sur sa chaise. « Pour tuer Miss Graves après toutes ces années, il n'y avait pas une autre manière. » Miss Marple shook her head, her expression tinged with sorrow. « I rather think there wasn't. You see, secrets have a way of festering. Left too long, they become intolerable. And then, when faced with exposure, people act with the desperation of trapped animals. Lady Hermione had built her life on the belief that Julian Harcourt's death was forgotten. When she realized that it was not, that Miss Graves held proof, she saw only un plan d'action. » Fletcher soupira. « Et Brice ?» C'était de la panique. Mademoiselle Marple a hoché la tête. Oui, elle n'avait pas l'intention de tuer à nouveau. Mais quand elle a vu que Brice connaissait la vérité, elle avait agi comme elle l'avait déjà fait, sans cesse, sans penser aux conséquences. Fletcher a frotté ses tempes. C'est effrayant, vraiment. Une femme comme ça, si contrôlée, si possédée, capable de meurtre. Mademoiselle Marple lui a donné un regard en connaissance. Mais, cher inspecteur, c'est précisément pourquoi elle en était capable.
pas malgré son contrôle, mais à cause de cela. Il la regarda pendant un long moment avant de secouer la tête. Avec un demi-semi. « Vous savez, Miss Marple, je ne sais pas comment vous le faites. Pas une empreinte digitale, pas une lampe de preuve physique, juste regarder, écouter, comprendre. » Le sourire de mademoiselle Marple s'est approfondi. « Mais, cher inspecteur, n'est-ce pas que tout ce dont on a besoin, le meurtre n'est pas dans la méthode, mais dans l'esprit. Il faut simplement le reconnaître. » Fletcher gloussa, secouant la tête. « Rappelez-moi de ne jamais jouer à des cartes avec vous, assistant. Je suppose que vous voyez chaque dire, avant qu'un homme ait même repris sa main. » Elle laissa échapper un petit rire. « Oh, j'ose dire que vous exagérez. » À ce moment, la porte de la boutique de thé s'est ouverte, et une ondulation de murmures polis a suivi alors que Clara Bartram est entrée. Le colonel a suivi un pas derrière elle, son expression au niveau. Bien qu'elle ait échappé au nœud coulant, Clara a été marquée, son nom à jamais lié à la mort d'Edwin Brice. Son crime avait été une fois de déception. Et pourtant, elle ne serait plus bien accueillie dans les cercles que je ne serais pas facilement. Elle a aperçu mademoiselle Marple et hésita, ses lèvres se pressant dans une fine ligne. Puis, avec un hochement de tête raide, elle s'est approchée. « Miss Marple, » dit-elle doucement, sa voix à mesurer. « Je voulais… Merci. » Mademoiselle Marple a posé sa tasse. « Oh, ma chère, il n'y a pas besoin de… » Les doigts de Clara se resserrèrent autour de la poignée de son sac. « Non, je pense qu'il y a… Vous avez vu la vérité quand personne d'autre ne l'a fait, et bien que cela me coûte tout. » Elle hésita, puis expirait. « Je suppose que je devrais être reconnaissant. » Mademoiselle Marple l'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête. « Je crois, ma chère, cette vérité est toujours mieux face que ignorée. » Clara a avalé, puis a donné un petit sourire fragile. « Je suppose que nous verrons… » Avec ça, elle se tourna et partit, le colonel suivant son sillage. Fletcher les regarda partir, puis soupira. « Elle ne se remettra jamais tout à fait, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple secoua la tête. « Non, cher inspecteur. Mais alors, aucun de nous ne le fait jamais, vraiment. » Un silence confortable s'est installé entre eux. À l'extérieur, les enfants ont continué leur jeu, le vent a remué les feuilles, et le village fredonnait de vie, comme il l'a toujours fait. Fletcher lui a donné un coup d'œil amusé. « Je suppose que vous retournerez à Saint… Mary Mead bientôt. » Mademoiselle Marple sourit, atteignant son tricot une fois de plus. « Oh oui, cher inspecteur, il y a une assez bonne fête du jardin, et il ne faut pas manquer de telles choses. » Fletcher gloussa. « Et plus de meurtres pendant un certain temps, j'espère. » Mademoiselle Marple lui a fait un sourire sage, ses aiguilles cliquant doucement. « Oh, inspecteur, on ne sait jamais. » Et alors qu'elle remuait son thé, le petit village de Thornwick semblait s'installer une fois de plus dans son calme pittoresque, comme si le meurtre n'était jamais du tout venu à sa porte.